Et je passe directement au professeur Benjamin Stora. Benjamin Stora, historien très connu, ses œuvres historiques concernant l'histoire de l'Algérie contemporaine, comme je viens de le dire, il est sur la même voie de la tendance anticoloniale, et je lui passe directement la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier l'Université de Guelma de m'avoir invité en ce jour anniversaire, qui est si important, bien sûr, pour l'Algérie. Saluer également d'abord Monsieur Méry, que je connais depuis longtemps, et qui est ici présent dans cette salle, qui est un militant nationaliste de la première heure, du PPA, PLD, et puis bien sûr du FLN. Et puis ici, M. Boilly, M. le recteur, mes chers professeurs, collègues et amis qui ont fait l'honneur de m'inviter ici, donc dans cette université de Guelma, que vous ne connaissez pas, j'ai été plusieurs fois à Sétif, mais je ne connaissais pas l'université de Guelma. Mon intervention portera sur une réflexion sur l'historiographie française des massacres de Sétif et de Guelma en rapport avec l'historiographie algérienne, bien sûr. Mais avant d'aborder ce point sur l'historiographie, c'est-à-dire en fait l'étude de l'histoire d'un événement, dire quand même quelles ont été les circonstances et revenir sur les circonstances historiques de ces massacres, les circonstances politiques, bien sûr, car cette histoire de massacre ne peut s'observer, se comprendre aussi qu'en rapport avec, naturellement, un contexte politique qui est celui de la fin de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Algérie connaît une grande effervescence politique. Il faut partir de là, de cette effervescence politique de grande ampleur, puisque le 1er mars 1944 naît l'Association des Amis du Manifeste et de la Liberté, les AML. Et dans cette association, le Parti du peuple algérien, le PPA qui prône, comme on le sait, l'indépendance de l'Algérie, dirigé par Messane Hadj, décide de soutenir la tendance des AML, c'est-à-dire des Amis du Manifeste de la Liberté. Et le 2 avril 1945, c'est-à-dire un peu plus d'un mois avant ces événements, ces massacres, et bien donc en avril 1945, lors de la conférence centrale des AML, c'est la tendance radicale, la tendance indépendantiste, la tendance du PPA, qui est très largement majoritaire. Cette question est très importante, parce qu'on voit dans l'effervescence politique de la société algérienne, c'est la dynamique indépendantiste qui l'emporte largement sur l'ensemble des autres courants. Dans la résolution générale de cette organisation, des AML, il n'est plus simplement question de république autonome, fédérée à la République française, qui était la proposition, en fait, proposée donc par Ferhat Abbas, qui proposait cette autonomie de l'Algérie par rapport à la France, mais il est question, sous l'impulsion des militants du PPA, il est question de la création d'un parlement et d'un gouvernement algérien, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que l'orientation qui se dégage sur le plan politique, c'est celle de l'indépendance de l'Algérie dès avril 1945 au plan politique. La réponse des autorités françaises à cette radicalisation politique, le 23 avril 1945, c'est la déportation de Messane Hadj à Brazzaville. C'est un événement politique aussi considérable. Cette déportation à Brazzaville du principal leader politique algérien de cette époque-là, qui va créer une très grande émotion dans l'Algérie rurale, dans l'Algérie profonde, dans l'Algérie des villes, bien entendu. Et il faut là aussi partir de là, pour comprendre l'engrenage des événements, la dynamique des événements, la détermination politique aussi qui existe à l'intérieur de la société algérienne. C'est-à-dire qu'au moment où se dessine la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous sommes le 23 avril 1945, c'est-à-dire pratiquement au moment où les Alliés
ils sont rentrés en Allemagne, c'est pratiquement à la veille de la capitulation du nazisme, c'est-à-dire au moment où il y a cette espérance d'une plus grande liberté politique, donc ce qu'on appellera les libertés démocratiques, donc la question de la reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie, et bien c'est à ce moment-là, donc le 23 avril 1945, que les autorités françaises décident de donner un signal, un message très fort, qui est celui en fait de la déportation du principal leader politique. Le mot déportation, je l'emploie ici, puisque c'est ce jour-là, le 23 avril 1945, que précisément les armées alliées, soviétiques et américaines, ouvrent les camps de la déportation dans l'Europe de l'Est. Donc c'est quand même ce message-là qu'il faut aussi bien appréhender. C'est-à-dire que d'un côté, on décide d'écarter, de déporter le principal leader politique algérien, alors que de l'autre côté, en Europe, on ouvre, et c'est la fin, disons, de ce qu'on appelle donc les camps de concentration. Et donc on a par conséquent une situation où il y a à la fois la détermination politique très forte des élites politiques algériennes, et en même temps, il y a ce raidissement du pouvoir colonial qui ne veut pas négocier politiquement. C'est-à-dire que c'est dans ce cadre-là, c'est-à-dire le maintien du statu quo colonial, voulu par les autorités françaises à l'époque, et cette dynamique indépendantiste du nationalisme politique qui se dégage de ce qu'on pourrait appeler une thématique réformiste, qui était jusqu'alors portée par les courants qui avaient créé d'ailleurs le manifeste du Parti algérien en 1943, c'est par son leader, qui était dépassé, on peut dire, à ce moment-là, c'est-à-dire en avril 1945. Ça, c'est le tableau politique. Ce tableau politique est essentiel parce que très souvent, malheureusement, quand on discute des massacres de mai 1945, on ne voit pas l'origine politique de cette répression terrible qui va s'abattre sur les militants d'abord, sur le peuple algérien aussi. Il faut donc d'abord avoir présent à l'esprit cette radicalisation politique. Et puis à cette radicalisation politique vient s'ajouter la crise économique, la crise sociale, qui est quand même très grave dans l'Algérie, puisque une mauvaise famine, une mauvaise récolte, pardon, a provoqué une grande famine dans les campagnes. En 1944-45, en particulier, on voit des phénomènes de misère sociale extrême qui règne dans les campagnes algériennes, dénoncés d'ailleurs à l'époque par Albert Camus, dans Alger républicain, qui avait écrit des articles très célèbres, dont l'un qui s'appelait Misère en Calédonie, et qui dénonçait le fait que des milliers d'Algériens mouraient tout simplement par la faim, et pas par la répression, mais par la faim. Donc la question sociale, bien entendu, est extrêmement importante, et on voit affluer vers les villes du Constantinois des milliers de paysans affamés qui, faute de travail et de moyens, vont essayer de subsister, de survivre par le biais de la solidarité familiale, par le biais des organisations caritatives religieuses, par le biais des sources populaires. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans la paysannerie un tableau social qu'il faut avoir présent à l'esprit si on veut comprendre ce qui s'est joué à partir du 10 mai 1945, c'est-à-dire cette sorte d'effondrement social et donc de détermination très puissante dans la paysannerie algérienne de ne pas accepter son sort. Ce qui fait que lorsque les AML décident de fêter, de commémorer par conséquent la victoire sur l'Allemagne nazie, donc le 8 mai 1945, eh bien, les cortèges qui vont se former, bien sûr, sont des cortèges qui sont naturellement très politiques. Ce ne sont pas simplement des cortèges qui sont de personnes dénuées d'histoire, qui n'ont pas de conscience politique, mais des cortèges qui réclament le retour du messagerage, qui n'est pas une revendication principale. À l'époque, c'est une des grandes revendications de l'ensemble, disons, de la société algérienne, puisqu'il a été, comme je le disais, mis à l'écart, déporté à Brazzaville. Je crois qu'il ne faut pas oublier cette dimension de mobilisation politique centrale à cette époque-là, mais également des banderoles qui disent « Abat le fascisme ». Là aussi, c'est important à dire, parce qu'on a fait ensuite le procès à des émeutiers, notamment à Sétif-et-Guelmar, comme étant, entre guillemets, les auxiliaires du fascisme. Il faut rappeler les titres, tout simplement, des banderoles. Les banderoles, c'était contre l'Allemagne nazie et contre le fascisme. Abat le fascisme et abat le colonialisme, bon, qui étaient donc les trois mots d'ordre principaux
libérer les salis, abat le fascisme, abat le colonialisme, et bien sûr, il y avait donc cette revendication d'indépendance pour l'Algérie, notamment matérialisée par le drapeau algérien. Alors, je ne vais pas ici faire le récit, bien sûr, des manifestations, des répressions qui ont été très très violentes, puisque il y a eu effectivement, à ce titre, la police qui a tiré, comme on le sait, sur le porteur du drapeau, qui a provoqué, disons, ce soulèvement spontané. Il y a eu beaucoup de blessés au démarrage chez les Européens, et cette espèce de guerre de représailles, pour reprendre l'expression de l'historien algérien Marc Kabdaj, qui nous a quittés l'an dernier, et qui avait utilisé cette expression très vraie, c'était juste, très simple, très efficace, de guerre de représailles. Une guerre de représailles qui va tourner véritablement à un massacre épouvantable, fusillade, ratissage, exécution sommaire parmi les populations civiles qui vont se poursuivre plusieurs semaines. Parce que l'histoire de mai-juin 1945, c'est l'histoire d'un massacre sur laquelle il faudra un jour travailler plus en détail, qui est la notion de la temporalité du massacre. C'est-à-dire que ça ne s'est pas produit en un seul jour, voire même en une semaine, mais sur plusieurs semaines, qui prouvent aussi le caractère très cruel, très organisé, très méthodique, très, disons, très sauvage de cette répression. Et donc, les nationalistes algériens, on ne va pas ici discuter sur les chiffres, les 45 000 morts qui ont été avancés très vite par la direction du PPA, puis ensuite les autorités françaises qui ont essayé de minimiser les chiffres des morts, et puis les historiens d'aujourd'hui qui travaillent de plus en plus sur cette histoire et qui s'aperçoivent qu'on approche davantage d'un chiffre de 20 à 25 000 morts que du chiffre avancé à l'époque qui était de 1200 morts. Donc ça, c'est aussi une des prolongements, disons, du travail historique. Alors, et par rapport à cet événement, quelle est l'importance du travail historique? Quelle est l'importance du travail historiographique? C'est quelque chose de fondamental, parce qu'il faut passer effectivement de la mémoire à l'histoire. Il faut bien entendu essayer de mettre en œuvre des espaces de savoir, d'érudition, pour que cette page terrible puisse s'inscrire dans la durée. Et l'inscription dans la durée, elle ne peut pas, malheureusement, nous le savons, se faire uniquement par la mémoire, parce que les témoins disparaissent. Mais elle se fait par l'histoire, par la reconnaissance historique, et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et dans ce travail historique, il y a plusieurs éléments de sources possibles. Dans ces éléments possibles de sources, il y a les images, les films, les documentaires. Le général Lacy a signalé la faiblesse du travail sur les documentaires. Je trouve que c'est très important parce que nous vivons au XXIe siècle dans un monde d'images et des traces qui resteront, c'est comme ça, à tort ou à raison, on peut le déplorer, mais sont souvent des traces d'images qui resteront. Et donc, le fait d'interroger, de filmer les témoins, toujours vivants, de cet événement historique, pour laisser cette trace par l'image. La trace par l'image, la preuve par l'image, restera, et malheureusement ou heureusement, quelque chose de tout à fait fondamental. Et donc, on peut déjà déplorer la faiblesse des sources d'images aujourd'hui. Il y a aussi, bien sûr, la faiblesse au niveau de l'écrit, au niveau du travail écrit, peut-être la faiblesse aussi au niveau de ce qu'on pourrait appeler la fiction. Parce que l'inscription dans l'histoire se fait pas seulement par les images, mais aussi par le travail que l'on peut voir à travers ce qu'on pourrait appeler le travail de la création, de la recréation, le travail de la fiction. Sur ce problème des massacres de Guelma, de Sétif, il y a dans le fond peu de littérature, de fiction qui sont capables de restituer avec une très grande force l'univers terrible, disons, de ces journées. On sait, les historiens le savent, que très souvent, c'est par l'intermédiaire du travail de la création et de la fiction que l'on arrive davantage à approcher de l'histoire. Bon, c'est un paradoxe qui est assez étonnant, mais c'est un paradoxe que tous les historiens connaissent. C'est très souvent par le travail de la fiction et du roman qu'on arrive aussi à fixer un événement historique considérable. Et à ce niveau-là, il faut saluer en France l'apparition d'un premier roman consacré au massacre de Guelma, qui sort cette semaine en France, et qui s'appelle, dans le titre, et le suivant, c'est Le boucher de Guelma.
C'est un titre, un roman qui sort aux éditions du Seuil en France et qui est l'œuvre d'un auteur français qui s'appelle Francis Zamponi, celui à qui on doit le film qui a été porté à l'écran sous le titre Mon colonel. C'est un film qui est sorti l'an dernier en France, qui n'a pas obtenu beaucoup de succès d'ailleurs en France. Ça, à la lumière peut-être des récentes péripéties électorales, on peut peut-être comprendre pourquoi. Donc ce film n'a pas eu beaucoup de succès en France, mais c'est un très bon film qui existe. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à le voir. Et donc Francis Zamponi est récidive, il poursuit avec le boucher de Guelma, qui est donc censé être un roman. Alors c'est quoi le thème de ce roman? C'est l'histoire d'un vieil homme qui s'appelle Maurice Fabre, qui est arrêté à sa descente d'avion au moment d'une escale imprévue en Algérie, aujourd'hui en 2006. C'est-à-dire qu'il prend un avion pour aller en Tunisie se reposer, l'avion a un panne de moteur, et il est obligé de se poser à l'aéroport de Guelma. Voilà, c'est un sujet de fiction, bien entendu. Or, il se trouve que ce Maurice Fabre est recherché par les Algériens pour crime contre l'humanité, en raison précisément de sa participation au massacre de ces juifs de Guelma. Et donc, on a en fait, à travers ce roman, un portrait, le portrait d'Akari. C'est lui, bien entendu. Donc, c'est la restitution de sa vie, de son passage par la résistance, de son militantisme entre guillemets à la SFIO, c'était le Parti Socialiste, car Akari était militant de la SFIO. Et donc, on a aussi, par conséquent, à travers cette étude romanesque extrêmement fouillée, on a aussi, par conséquent, une sorte de description de ce qu'était l'Algérie française dans une province coloniale reculée, un petit bourg de 1945 reculé, où vivaient à la fois des pétainistes, de très rares gaullistes, parce qu'il y avait surtout beaucoup de pétainistes chez les Européens, et on voit précisément s'organiser, se mettre en place, à travers ce roman, je ne vais pas ici raconter toute l'histoire, mais on voit se mettre en place cette espèce de communauté de la peur, puis ensuite le déchaînement, puis ensuite des massacres de civils qui sont organisés. Et tout ça est très très bien décrit avec un très grand réalisme. Et donc à partir de là, le problème qui est posé, c'est comment juger ce vieillard, comment le faire parler. Et ce vieillard qui au début se tait va beaucoup parler. C'est ça le problème. Et le sujet du roman est intéressant parce que, bien sûr, au début, en parlant beaucoup, il révèle aux Algériens un pan de leur histoire, ça c'est quelque chose d'intéressant, mais aussi en parlant beaucoup, il met aussi en cause ceux qui l'ont aidé à mettre en place ces milices dans la ville de Guelma, donc il met en cause aussi, l'imaginaire d'Assis, c'est-à-dire que là, à un moment donné, du procès de cet homme, il va falloir aussi décider un accord politique entre les deux États. Tout ça est du roman, je précise, c'est une fiction. Donc dans un accord possible entre les deux États, peut-être ne pas aller trop loin dans la découverte, disons, de la vérité sur cet événement terrible, sur cet événement tragique. Et dans le fond, le roman se termine de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas véritablement, tout le roman décrit très scrupuleusement le massacre, et quand on arrive à la fin du roman, on s'aperçoit dans le fond que personne n'a véritablement intérêt à ce que cette personne soit jugée et que la vérité complète soit révélée et revisée. C'est pour ça que c'est un livre qui est, je crois que je viens de révéler, qui est assez intéressant, qui est bien écrit, bien écrit. Pardon ? La proposition d'organiser voilà, donc c'est pourquoi pas, je ne sais pas, mais moi tout simplement ce que je voulais vous signaler, c'était cet aspect, disons, du retour à l'histoire par l'intermédiaire de la fiction, par l'intermédiaire du roman, qui est tout à fait important. Mais revenons au travail historiographique, au travail classique. Il y a aussi les témoignages. Donc le titre, le domaine du romanesque par les témoignages. Il a été fait mention ici, bien sûr, de témoignages très poignants et terribles de Marcel Révy, qui a raconté à chaud, on dire, seulement quelques mois après, parce que ce récit a été fait un an seulement après une enquête sur les exactions commises par les milices des colons français, où il y a des récits absolument terrifiants d'exécution, de torture et de disparition de cadavres, d'enlèvement, et qui sont absolument terribles. C'est un document d'archives au niveau de la mémoire que les historiens, bien sûr, doivent absolument posséder pour pouvoir avancer. Donc il faut peut-être, bien sûr, aussi ce travail. Et puis enfin, il y a le travail historique des historiens professionnels.
Alors, il a été fait mention de quelques noms. Il a fait mention ici de quelques noms d'historiens français qui ont travaillé. Enfin, sur le travail des historiens, je voudrais simplement mentionner effectivement les travaux pionniers d'Aliéré Gonzague, qui a écrit un livre qui s'appelle Aux origines de la guerre d'Algérie, qui est paru en 2002, et qui est un livre très important qui à partir des archives inédites, restitue un certain nombre de choses. Il faut aussi revenir au rapport du général Henri Martin, qui est un rapport qui décrit par le détail les exactions qui ont été commises en mai-juin 1945. Ce type de rapport, d'ailleurs, des officiers supérieurs de l'armée française devrait être publié, à mon sens, en Algérie, parce que ce sont effectivement des propos très coloniaux, bien entendu, mais la froideur, le côté méticuleux de la description des faits doivent être portés, à mon sens, à la connaissance du public algérien. Il y a bien sûr un rapport très connu, dans le fond, qui a été peu publié, qui est le rapport du général Paul Tubert, donc qui est un rapport très important et très précis, qui avait été publié par Claude Payard il y a très longtemps, qui n'a jamais été republié. Ce sont des textes de militaires français en 1945 et qui décrivent par le détail le processus de la répression, qui sont très intéressants. Donc tous ces rapports militaires qui se trouvent dans les archives du service historique de l'armée de terre et qui ont été rendus publics depuis 3 ans, en France maintenant, là aussi ce sont des matériaux d'histoire absolument décisifs pour comprendre ce qui s'est passé dans cette période de mai-juin 1945. Alors il y a d'autres travaux qui existent. En particulier, il a été fait mention du travail de Jean-Pierre Péroulou, qui explique en fait ce qui s'est passé à Guelmar et à Sétif. Il l'explique comme une sorte de soulèvement de la communauté européenne. C'est-à-dire qu'en fait, trop souvent, peut-être on a une tendance à regarder le soulèvement algérien contre la présence coloniale pour justifier les massacres de mai 1945, mais il faut aussi bien examiner et comprendre ce véritable acharnement-soulèvement de la communauté européenne. Sinon, on ne peut pas comprendre leur détermination. Donc, Jean-Pierre Péroulou a publié un certain nombre d'articles sur ces questions, disons, d'imaginaire de la peur et de la furie développée par la communauté européenne. C'est aussi quelque chose qui est tout à fait important. Et puis enfin, le livre de Jean-Louis Blanche, qui fait un portrait saisissant de la répression, avec la misère, le trafic, le marché noir, les déplacements ruraux, toute la question de la mobilité sociale, de la misère sociale des ruraux, qui explique bien sûr aussi le contre-soulèvement populaire en milieu paysan. Ce sont des éléments très importants. Bref, pour terminer, pour ne pas être trop long, je dirais simplement que l'histoire de mai-juin 1945 en Algérie est un événement bien sûr important par les massacres qui ont été perpétrés, mais il est aussi un événement à appréhender, à discuter, à débattre et à travailler, aussi comme un événement politique considérable par la conscientisation très grande de la société algérienne dans l'avant-mai 1945. J'insiste sur cet aspect, parce que ce n'est pas simplement mai 1945 qui provoque le basculement d'une grande partie de la jeunesse algérienne dans les rangs de l'indépendantisme, mais cette préparation et ce basculement avaient déjà été préparés par notamment ce qu'on a appelé la puissance des amis du manifeste et de la liberté, près de 100 000 adhérents, on l'a oublié aujourd'hui, c'est considérable dans ce processus de conscientisation politique, et donc il y a tout un chantier, disons, qu'il faut avoir à ce niveau-là. Un second chantier qui est aussi à ouvrir du point de vue du roman, du cinéma, du travail historique, c'est bien sûr les séparations communautaires, la conduite des processus de violence extrême qui ont été menés par l'État, et le passage
à l'imaginaire de la lutte armée chez les nationalistes algériens, c'est-à-dire pourquoi, dans le fond, face à la force, le recours à la force s'impose dans les imaginaires politiques après 1945, où plus rien ne peut pas être comme avant. Ce sont des faits qu'il faut connaître, bien sûr, pour passer à la reconnaissance des crimes commis. Je terminerai en disant que dans ce travail du savoir avec l'éducation, les historiens français mais aussi algériens ont joué quand même un rôle très important. C'est-à-dire qu'on pourra effectivement dire toujours il faut que les historiens travaillent, il faut donner la parole aux historiens, etc. Mais pour autant, la grande question qui va se trouver posée sur l'histoire de mai 45, c'est pas simplement et surtout le travail mené par les historiens, mais c'est aussi, bien sûr, le travail de la reconnaissance politique, qui lui, peut, doit se mener à un autre niveau, bien sûr, que celui des historiens. Voilà, je vous remercie. Merci. Certes, fort intéressante la communication du professeur Benjamin Stora. Je vous remercie infiniment. وأحاول أن أعطيكم ملخص حول هذه المحاضرة القيمة التي تناول فيها المؤرخ بنجامين ستورا الظروف السياسية بعد الحرب العالمية الثانية، وتناول فيها خاصة بعض الأحزاب، حركة أحباب البيان والحرية أمل وحزب الشعب، وبين كذلك وحدة الرؤية نحو المطالبة بالاستقلال والريفونديكاسيون دو لانديبوندونس. كذلك بين أيضا سيرورة الأحداث وتعاقب الأحداث بسرعة. والشيء البارز في محاضرته هو قال في باساج قال لا نجد مبرر سياسي لقمع تلك المجازر، إضافة إلى ذلك الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الجزائرية التي كان يموت جراءها الجزائريون جوعا. وكذلك تناول أن هذه المظاهرات كانت سلمية وكانت تحمل شعارات البوندرول، وهذه في الحقيقة تناولتها أنا أمس من خلال وثائق من أرشيف إكس بروفانس حصلت عليها، من بينها على سبيل المثال البوندرول سيديسيوز فيف l'Algérie, ليبري ميسالي، أبا الإمبرياليزم، فيف لانديبوندونس. والأبرز في الحقيقة في هذه المحاضرة والتي نحن في أحوج ما نكون إليها هي دراسة تاريخ التاريخ، وهذا الذي نريد ربما في المستقبل الأمديان أن ندرجه، حيث أننا مثل هذه الدراسات غير موجودة عندنا، وهي هيستوريوغرافي والتي تدرس بقوة، اللي هي تستهدف الاستشراف التاريخي. بل أننا نجد حتى في مونبلي سونتر ديستوار ميليتير et des études de la défense nationale. ولما لا نفعل ذلك نحن في جامعتنا على سبيل المثال لدراسة مثل هذه الدراسات التاريخية. وتناول كذلك في محاضرته أن تاريخ التاريخ بالنسبة لتلك المجازر يعتمد خاصة على الصور والأفلام، ولكنها ضعيفة جدا، ويعتمد على الروايات وعلى القصص. ولكن الحقيقة أن أرشيف إكس أون بروفانس auparavant les documents et les rapports étaient certes incommunicables. Actuellement les rapports ou les documents on peut les consulter sur place. لذلك أجد على سبيل المثال ما يدعم كلامه. على سبيل المثال أجد cette citation dans les archives d'Aix-en-Provence. C'est un rapport de sécurité au secret le 14 juin 1945. Deux jeunes musulmans, Nourdine Mustafa, 14 ans, et Termoul Mohamed, 13 ans, remettraient à la brigade de gendarmerie une enveloppe fermée et affranchie, portant l'adresse
bureau de gendarmerie, etc., et contenant une lettre dont ci-dessus la copie. Pendant 125 ans, sous le commandement des Français, les musulmans souffraient et souffrent encore dans la misère. Et comment ont-ils souffert? Vous avez vu des Français marcher pieds nus, vous avez vu des Français nus, vous avez vu des Français mourir de faim? Non. Et pourtant, les musulmans y sont, dans les misères. Pourquoi vous êtes libres dans notre maternelle patrie? Pourquoi, ça, il s'interroge, ces deux jeunes, pourquoi vous êtes libres dans notre maternelle patrie? Et pourquoi pas nous? Pourtant, nous sommes des hommes comme vous, ayants de pitié des musulmans. Qu'est-ce que nous demandons? Au moins l'indépendance. كذلك تقرير un rapport du préfet de Constantine, Estrade Carbonel, qui était un rapport secret, et puis je l'ai consulté aux archives d'Aix-en-Provence. Je cite à titre d'exemple la constatation sur lieu, sa constatation sur lieu concernant les effets des événements, et il dit intégralement: dès avant mon arrivée dans cette ville, j'ai pu constater dans les champs environs la présence de cadavres non encore inhumés, qui provenaient au dire de monsieur le sous-préfet qui m'accompagnait d'un combat, qui provenait au dire de monsieur le préfet qui m'accompagnait d'un combat qui avait eu lieu entre les insurgés et les gendarmes de la ville, qui menaçaient d'encerclement, avaient dû se replier et rentrer à leur poste. Il ajoute: lors de ma visite au centre Melzimo et de Petit, j'ai pu observer la présence d'autres cadavres dans les ravins et les lits de rivières environnantes. هذه يعني شاهد من أهلها. والحقيقة هذه الوثائق كلها، لذلك أضيف, je peux ajouter concernant les sources du massacre du 8 mai, nous avons actuellement une source considérable concernant ces massacres qui se trouvent aux archives d'Aix-en-Provence, concernant notamment les rapports de sécurité et les rapports des services généraux de police. هذه مثلا على سبيل المثال هذه وثائق يعني حصلت عليها وقمت بتصويرها، ولكن لم يكن يعني بد من تصوير كل شيء، لأن هناك تقارير في واقع الأمر هي في الحقيقة من الصعب جدا تصويرها، حتى أن أحيانا لما أحمل وثيقة تحمل مثلا على سبيل المثال سكري، على سبيل المثال هذه مثلا انظروا، هي تحمل تقرير سكري، انظروا هنا سكري. لما قدمتها للاجون اللي متكلف بالفوتوكوبيوز تفاجأ، ومباشرة حملها للكونسرفاتور، قال له نون دركا اللي ديفوني اللي رونتري دون ليستوار، قال له يعني دركا أصبحت من التاريخ اللي بلو سكري. فهذه مثلا على سبيل المثال تعطينا كذلك صور، وفي الحقيقة نحن أقل شيء يقدمه الإنسان لتاريخ بلده هو لخدمة الشهداء، هو هذا البناء التاريخي، la reconstitution de notre histoire objectivement، يعني علميا من غير يعني حماس ومن غير تزيد، وعلميا. وكنت يعني أستمع باهتمام شديد للبروفيسور بنجامين ستورا، اللي فعلا كان أيضا ذهب إلى أبعد من ذلك، إلى تسجيل هذه الروايات وتسجيل هذه الحكايات، مثل ما تفضل الأستاذ المجاهد بالأمس والمجاهد الآخر. يعني في الحقيقة هذه وجدت حد طرح عليه السؤال بالأمس: هل هناك يعني confrontation entre ces sources et ces témoignages؟ أنا في تقديري أني كباحث كمؤرخ أقابل هذه بتلك، وأنظر وأبحث وأبحث وأفحص، وفي نفس الوقت أستنتج وأرجح الرأي الأرجح. فوجدت في الحقيقة كثير من الشهادات، مثلا على سبيل المثال المجاهد الأستاذ مهدي، في الحقيقة il était témoin et en même temps acteur de ces témoignages.
وكنت أود يعني في الحقيقة أنه يزيد لنا يعني في الأمس المزيد وهناك، فنحن بحاجة إلى تسجيل وهذه الأحداث وتأريخ التاريخ لاستشراف التاريخ ولتبيان قضيتنا، لا تبقى هنا محصورة يعني وتنتهي بانتهاء الملتقى، لكن لابد أن نبينها للعالم وأن نحن شعب ومجتمع وأمة في التاريخ جاهدت وناظرت وتوجت بثورتها المباركة، ونحن نعمل الآن بهذا الاستقلال، وهذا الاستقلال جاء نتيجة أشياء ونتيجة دماء لا نملك إلا أن نرحم على هؤلاء الشهداء.